qui vous est présenté en direct de nos studios de Jérusalem par Daniel Haïk. Daniel Bokertov, nous ouvrons ce matin par l'annonce de la mort de 2 soldats israéliens hier au sud Liban. Oui, effectivement, Greg, cela faisait plusieurs semaines que cela ne s'était pas produit. Le porte-parole de Tsahal a annoncé ce matin la mort de 2 soldats israéliens. Il s'agit du commandant Harel Birenstock, 34 ans, de Nokdim, dans le Gush Etzion, commandant d'une compagnie dans le bataillon de parachutistes 2855, et du sergent-chef Tamir Waknin, 33 ans, de Eilat. Les 2 soldats étaient tous les 2 membres d'une brigade de parachutistes réservistes. Ils ont été tués hier en pénétrant dans un bâtiment qui était piégé et qui a donc explosé. Cela s'est passé vers midi dans le village sud-libanais de Majd el-Zoum. Plusieurs soldats ont également été blessés lors de cet incident au sein de Tsahal. On a affirmé qu'il s'agissait d'une violation flagrante du cessez-le-feu. Il faut souligner également que le commandant Harel Birenstock était le gendre de notre ami Danny Soukot, qui est un des piliers de Kalita, et nous lui présentons donc nos plus sincères condoléances pour la perte de son gendre. À la suite de cet incident très grave, Tsahal a riposté en bombardant des positions de Hezbollah au sud Liban. Oui, l'armée de l'air israélienne a bombardé une série de cibles du mouvement chiite au sud Liban, parmi lesquels des hangars d'armes et de munitions et des bases du mouvement chiite. Au sein de l'armée, on affirme ce matin que la riposte israélienne à l'incident d'hier n'est pas terminée, que d'autres options d'attaque sont étudiées et soumises à l'échelon politique. Mais pour plusieurs observateurs, la riposte de Tsahal était mesurée, probablement en raison des aspirations américaines de voir l'accord entre le Liban et Israël se concrétiser. Et justement, il faut souligner que face au regain de tension d'hier, les pourparlers entre Israël et le Liban qui se tenaient à Rome ont été suspendus, mais ils pourraient reprendre dès aujourd'hui. Et puis en marge de cette vive tension, un développement stupéfiant s'est produit hier à la frontière nord. Oui, effectivement, un groupe d'une dizaine de jeunes filles israéliennes a franchi impunément la frontière entre Israël et le Liban, obligeant l'armée à les poursuivre. Ces jeunes filles appartiennent à un mouvement nationaliste qui prône la création de nouvelles implantations, mais cette fois au sud Liban. C'est après que les soldats de Tsahal aient ramené ces jeunes filles de l'autre côté de la frontière. L'une d'elles a affirmé que la réponse adéquate au Hezbollah était de créer des implantations au sud Liban. Au sein de l'armée, on souligne qu'un événement semblable s'est déjà produit il y a quelques jours à la frontière entre Israël et la Syrie, et l'on met en garde face au développement et au risque de développement tragique de ce type d'initiative. Les jeunes filles ont été arrêtées et placées en détention. Toujours pas d'accord entre le régime iranien et les États-Unis à propos du détroit d'Ormuz. Oui, effectivement, on pensait qu'un accord serait annoncé dans le courant de la nuit, mais les pourparlers se poursuivent. Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il ne fallait pas permettre à l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, et il a réaffirmé que la diplomatie était pour l'instant la voie qu'il privilégie. Je ne veux pas avoir à tuer des gens, a encore dit Donald Trump. Hier, le président américain avait déclaré que le détroit d'Ormuz serait rouvert soit par la force, soit dans le cadre d'un accord. Selon lui, les négociations se poursuivent très bien, a-t-il dit, mais il a rappelé que si ces pourparlers venaient à échouer, alors il fera usage de la force. Inquiétude aux États-Unis, Daniel, après la victoire d'un élu antisémite aux primaires démocrates du Michigan. Oui, il s'appelle Abdul El-Sayed, il est l'une des personnalités américaines les plus virulentes à l'égard d'Israël. Il a de fortes chances de devenir en novembre prochain, dans le cadre des élections du mi-terme, l'élu du Michigan au Congrès. Son élection aux primaires démocrates a provoqué une réaction quasi immédiate du président Trump, qui l'accusait de détester Israël et les Juifs. Trump a l'intention d'utiliser cette élection d'un radical anti-israélien pour insister sur la rapide dégradation du Parti démocrate, en particulier dans sa relation avec l'État d'Israël. Politique intérieure avec un développement inattendu. Le député Danny Louz rejoint Israël Beitenu, le parti du Lieberman. Oui, effectivement, Danny Louz lui-même l'a annoncé hier, avec à ses côtés le leader d'Israël Beitenu. Avigdor Lieberman y aurait apparemment proposé une place éligible dans la liste électorale de son parti. Dans son message, Danny Louz a déclaré « Je rejoins Israël Beitenu parce que c'est aujourd'hui le parti qui représente les valeurs nationales et libérales auxquelles je crois. Lieberman est un dirigeant fort, expérimenté et constant. » Danny Louz a dénoncé la politique de Binyamin Netanyahu envers les orthodoxes et a accusé le Likoud d'être le sous-marin des partis orthodoxes de Goldknopf et Deri. Lieberman a affirmé que Danny Louz était un homme courageux et intègre qui a payé le prix pour défendre ses convictions. Et puis une donnée préoccupante, surprenante, mais pas vraiment surprenante, sur l'antisémitisme en Grande-Bretagne. Oui, ce sont 1926 incidents antisémites qui ont été recensés dans le Royaume-Uni depuis le début de l'année 2026, soit une augmentation de 20% par rapport à l'année précédente à la même période. Ces données ont été fournies par les services de sécurité de la communauté juive britannique. Près d'1 millier de ces actes sont produits à Londres et 222 ont été enregistrés à Manchester où vit une importante communauté juive. Merci beaucoup Daniel Haïk, Daniel qu'on retrouve à 7h30 pour la revue de la presse israélienne.
Page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera légèrement moins chaud et toujours ensoleillé avec toujours des températures relativement élevées. Il fera 30 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et sur le littoral, 34 à Beersheva, 41 à Eilat. Notre ami Philippe Elidia. Philippe, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je voudrais avec vous essayer de commenter certains développements. Le constat de la campagne électorale est en train de se lancer. On est encore à, on va dire près de 3 mois, un petit peu moins de 3 mois avant les élections, et on voit de nouvelles formations qui sont en train de poindre, de jaillir comme ça dans l'échiquier politique israélien. Ce sont surtout des formations qui sont à la recherche d'un électorat de droite modérée. Je pense en particulier à la formation de Hilik Tropper et de Yoaz Hendel qui a annoncé le lancement de sa campagne hier, et à la formation de Gilad Ardan et de Yuli Edelstein qui doit annoncer justement d'abord sa création et puis le lancement de sa campagne dès aujourd'hui, dès ce soir. Ce sont des formations qui sont à la recherche d'un public bien ciblé, la droite modérée, en particulier peut-être même on va dire le sionisme religieux plutôt modéré qui n'adhère pas aux thèses de Bezalel Smotrich. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il faut bien voir que la droite israélienne vit une crise. Elle vit une crise qui est une crise de confiance envers Binyamin Netanyahou. Et donc, beaucoup d'électeurs veulent rester à droite, mais veulent s'exprimer dans un parti différent de celui du Premier ministre, dont ils contestent aujourd'hui la politique, notamment à l'égard de la conscription des ultra-orthodoxes. Cette question a vraiment clivé au sein du public. Donc, on a la création de ces partis qui sont un petit peu différents. Le parti de Hilik Tropper et Yoaz Hendel, qui s'appelle, je crois, la Maison sioniste, oui, vise un public de réservistes. Initialement, d'ailleurs, il s'appelait le Parti des réservistes. Et il vise effectivement un public sioniste religieux, plutôt moderne, plutôt hostile à Bezalel Smotrich, dont il ne partage pas l'extrémisme. L'autre parti qui va se créer aujourd'hui à l'instigation de Gilad Erdan, l'ancien ambassadeur à l'ONU, et de Yuli Edelstein, l'ancien président de la Knesset, c'est un parti qui est plus un Likoud bis. Ils ont l'ambition de soustraire au Likoud tous les électeurs qui sont modérés, qui ne veulent pas d'alliance systématique avec les ultra-orthodoxes, en tout cas qui ne veulent pas leur céder, comme Binyamin Netanyahou l'a fait beaucoup ces derniers temps, et qui entendent donc rallier un public de droite, mais qui veut moderniser l'image de la droite israélienne, un petit peu en retrouvant le Likoud d'avant, le Likoud de Menachem Begin, pour dire les choses rapidement. C'est-à-dire que c'est aussi une formation qui se veut être critique envers Binyamin Netanyahou, qui remet en cause son leadership. Ah, tout à fait, tout à fait. Les gens qui constituent ce parti, notamment Yuli Edelstein, il a eu un très gros contentieux avec Binyamin Netanyahou, qui lui a retiré la présidence de la commission de la défense parce que Yuli Edelstein était pour la conscription des ultra-orthodoxes. Donc, il a un très gros contentieux avec lui. Gilad Erdan n'a pas vraiment, selon mes informations, selon nos informations, un contentieux personnel avec Binyamin Netanyahou, mais Gilad Erdan, depuis longtemps, a l'ambition de succéder à Binyamin Netanyahou, d'être Premier ministre et donc d'être le leader de la droite israélienne. Donc, il forme ce parti. Alors, ces formations, soyons honnêtes, lorsqu'elles apparaissent dans les sondages, elles sont pas véritablement au-dessus du seuil d'éligibilité. C'est-à-dire que on sait, Binyamin Netanyahou a toujours eu l'habitude, on va dire au moins ces 20 dernières années, d'essayer de tout faire pour qu'il n'y ait pas de perte de voix dans la droite israélienne, en tout cas dans des formations qui pourraient être potentiellement des partenaires de sa coalition gouvernementale. Or là, on a le sentiment quelque part que ces multiples partis ne parviennent pas à s'unir et que la droite israélienne risque de perdre énormément de voix. Oui,
Oui, alors c'est le cas surtout pour le parti de Hilly Tropper et Joas Hendel, mais qui, dans les derniers sondages, passait quand même le seuil d'éligibilité. À mon avis, le parti de Yuli Edelstein et de Gilad Erdan est à l'abri du risque, d'autant qu'il n'a pas encore publié sa liste, et on sait que des personnalités populaires, comme l'ancienne maire de Beth Shemesh, Aliza Bloch, vont sans doute le rejoindre. Il y a une personnalité dont on ne sait pas ce qu'elle va faire, et pourtant elle joue un rôle important. C'est Ayelet Shaked. Oui. Ayelet Shaked est très populaire dans le public de droite. Et donc, quand elle ralliera un parti, elle amènera avec elle des milliers et des milliers de voix. Et donc, je suis persuadé qu'il y a, entre les partis que l'on vient de citer, une concurrence pour attirer sur leur liste Ayelet Shaked. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que d'ici, on va dire, la mi-septembre, le 11 ou le 12 septembre, puisque c'est la date de clôture des listes et de la présentation des listes électorales à la prochaine Knesset, il y aura des unions entre ces partis? C'est possible, par exemple, d'unir Hilly Tropper et Yuli Edelstein? À mon avis, ce serait difficile, parce que Joas Hendel et Hilly Tropper excluent une alliance avec Binyamin Netanyahou, tandis que Gilad Erdan et Yuli Edelstein ne sont pas si affirmatifs. Pour dire les choses de façon très caricaturale, le parti de Joas Hendel et Hilly Tropper était un petit peu plus à gauche, et le parti de Gilad Erdan et de Yuli Edelstein était un petit peu plus à droite. Donc, mais ça n'est pas exclu. Il y aura peut-être d'autres fusions. Il y aura peut-être d'autres fusions, d'autres ralliements de personnalités. Je viens d'en citer une, Ayelet Shaked. Il y en a d'autres. Et donc, la carte politique n'est pas encore figée. Et elle sera figée, effectivement, début septembre. Pas le 11 ou le 12 septembre, parce que c'est Rosh Hashanah. Donc, je pense que la commission électorale demandera aux partis de présenter leur liste 1 ou 2 jours avant. Voilà, alors il y a certains observateurs qui affirment qu'en fait le parti de Joas Hendel et de Hilly Tropper, c'est en fait un parti sous-marin de Eisenkot qui est là pour essayer de capter, on va dire, des voix de droite que Eisenkot lui-même, en tant que chef de parti de son parti Yachar, ne pourra pas capter. Je ne crois pas parce que Hilly Tropper et Joas Hendel sont deux fortes personnalités. Ils ne sont pas du genre à se faire manipuler. Il y a un autre parti qui travaille pour Gadi Eisenkot, et c'est un reportage télévisé diffusé ces derniers jours l'a mis en évidence. C'est le nouveau parti ultra-orthodoxe. C'est assez intéressant d'ailleurs. C'est un parti qui s'appelle le Parti des ultra-orthodoxes du public. Ça donne rien en français, en hébreu, ça sonne mieux. C'est un parti qui entend représenter les ultra-orthodoxes modernes, ceux qui travaillent, ceux qui font l'armée, ceux qui veulent s'inscrire en plein dans la société israélienne. Je ne sais pas s'ils passeront le seuil d'éligibilité, ça m'étonnerait. Ils vont enlever des milliers de voix à Chasse et à Yahadut Torah, et donc des sièges. Et là, effectivement, ça sert à Eisenkot. Ah oui, on a parlé justement à ce propos de Eli Yishai qui pourrait revenir dans la vie politique. Oui, alors là, c'est assez surprenant, parce que Eli Yishai prendrait la tête d'un parti avec lequel il n'est pas vraiment d'accord, parce que Eli Yishai, c'était pas un symbole de modernité, c'était plutôt quelqu'un de extrêmement rigide, mais c'est vrai qu'il a au sein de Chasse encore un public, encore des militants, et donc il aspire sans doute à jouer encore un rôle politique. Oui, et Eli Yishai, on le sait, il était apparemment plus à droite que Aryeh Deri à l'époque, à la belle époque. Absolument. Et alors ça c'est il y a aussi l'information qui est intervenue hier et qui est très répercutée ce matin dans les médias israéliens, c'est celle de l'annonce de notre ami Danny Luz, ancien député Likoud, qui a rejoint le camp d'Avigdor Lieberman. C'est quelque chose qui vous surprend, cette démarche de Danny Luz? Non, ça n'est pas étonnant. D'abord qu'il ait quitté le Likoud parce qu'il était vraiment en conflit ouvert avec la direction de Likoud et particulièrement avec Binyamin Netanyahou. Donc c'est pas étonnant qu'il ait quitté le Likoud. Qui rallie Avigdor Lieberman, c'est un petit peu plus surprenant. Parce que sur certains points de son programme, notamment la laïcité, Avigdor Lieberman et Danny Luz n'ont peut-être pas les mêmes idées. Je ne sais pas si Danny Luz, par exemple, est favorable au mariage civil, mais peut-être qu'il l'est a priori. Ça souligne quand même quelque chose. Danny Luz est quelqu'un de très à droite dans toutes ses idées. Il s'est opposé à Binyamin Netanyahou, mais absolument pas sur une base libérale. Et ça souligne le fait que Avigdor Lieberman, lui, s'est repositionné très à droite pour capter aussi un électorat très nationaliste, mais hostile
à l'union avec les partis ultra-orthodoxes. Alors concrètement, ça c'est pour, on va dire, on a beaucoup parlé de la droite israélienne. Je voudrais avoir votre appréciation sur les partis orthodoxes. Est-ce que vous avez le sentiment, effectivement, vous nous faisiez une allusion à ce sujet, que les partis orthodoxes sont en difficulté parce que dans les sondages, ils sont en perte de vitesse. Ils ne progressent pas alors que leur population est censée se développer. Depuis 4 ans, il est censé y avoir, on va dire, un rajout de plusieurs dizaines de milliers de jeunes qui pourraient voter. Et là, ça ne se reflète pas obligatoirement dans les sondages. Et on a le sentiment que pour la première fois, les voix des partis orthodoxes se dispersent un peu. Absolument. Mais c'est le cas pour Chasse, pas pour Yahadut HaTorah. Yahadut HaTorah a 7 députés sortants, et dans les sondages, il en a 7, voire 8, ce qui traduirait l'augmentation de la population concernée. Chasse, par contre, est en grande difficulté. Chasse a 11 sortants. Il avait été un peu surcoté la dernière fois parce qu'il avait fait une très bonne campagne, notamment sa campagne auprès des milieux populaires sur la question des bons d'alimentation. Et c'est justement ça. Chasse a toujours eu dans son électorat une partie du public qui n'était pas vraiment ultra-orthodoxe, qui était plus ou moins religieuse, plus ou moins traditionnaliste, mais c'était des familles pauvres séfarades. On le voit en analysant les résultats électoraux dans les villes de développement. Et c'est cet électorat-là qui le titrait, parce qu'ils ne sont absolument pas d'accord avec la politique d'Ariel Henry, notamment en matière de conscription, parce que très souvent, ces électeurs de Chasse ont eux-mêmes fait leur service militaire et leurs enfants font leur service militaire. Et puis en plus, ils sont très déçus par la politique de Benyamin Netanyahou. C'est une politique quand même qui est encore synonyme de vie chère. Et cette population, évidemment, qui est une population pauvre, est très sensible à ce sujet. Et ils ont l'impression d'avoir été délaissés au profit des ultra-orthodoxes qui, eux, ont beaucoup d'argent de la part de l'État. Et par contre, les familles pauvres, ils ont le sentiment d'avoir été un petit peu abandonnés. Donc il y a un vrai problème stratégique pour Ariel Henry. Et d'ailleurs, on le voit dans les reportages télévisés, il a l'air extrêmement préoccupé. Oui. Alors, il y a un autre leader politique qui a de bonnes raisons d'être préoccupé, c'est Naftali Bennett, parce que son parti, lui aussi, est en baisse constante dans les sondages. Il perd presque un mandat chaque semaine. Il était à 26 au début de la campagne, lors de l'union avec Yair Lapid, et là, il est autour de 13, 14. Comment vous expliquez cette mauvaise habitude qu'a Naftali Bennett de commencer très haut les sondages et peu à peu de baisser pour à la fin se terminer avec des résultats autour de 6 ou 7 mandats? C'est récurrent chez Naftali Bennett, ça s'est déjà produit dans le passé. Comment vous expliquez cela? En fait, Naftali Bennett a un problème de positionnement stratégique. Naftali Bennett est un homme de droite, toute son histoire personnelle le prouve, mais c'est quelqu'un qui n'est pas rigide. Et donc, au début de la campagne, il s'est positionné au centre. Il a pris, par exemple, position pour le mariage civil, qui est une position, qui est même généralement une position de gauche. Et il s'est allié aussi avec Yair Lapid, qui lui est un vrai centriste. Donc, il avait ce positionnement. Et puis, tout récemment, sûrement pour endiguer cette baisse, il a repris des positions très à droite, notamment en matière sécuritaire. Il se présente comme plus sécuritaire que le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Il critique sa politique au Liban, il critique sa politique à Gaza, il critique sa politique vis-à-vis de l'Iran. Il met en exergue le fait, et là il a raison, que Benyamin Netanyahou a mis en danger les relations israélo-américaines qui sont si importantes pour la sécurité d'Israël. Donc il essaie en quelque sorte de se rattraper, mais Naftali Bennett a toujours eu ce problème de positionnement, d'image, à la fois quelqu'un issu de la droite, partageant totalement l'idéologie nationaliste, et puis en même temps quelqu'un qui, de par sa personnalité aussi, est quelqu'un d'assez ouvert et d'assez sympathique d'ailleurs. Donc il a ce problème en politique, il faut avoir une image extrêmement fixe. Il faut que le public qui veut voter pour un parti s'identifie totalement avec les idées d'un leader, et donc il faut que ces idées soient très claires, qu'elles ne soient pas ambiguës, et Naftali Bennett a parfois cette image d'ambiguïté, et ça, sur le plan électoral, c'est extrêmement nuisible. Alors, il y en a un autre qui a par contre une image qui est loin d'être ambiguë, mais qui est en train peut-être lui aussi de
faire les frais d'une forme de radicalisation, c'est Yair Golan. Alors lui, il n'est pas du tout, il est pas du tout ambigu. On sait très bien, il affirme ses positions très clairement. Parfois, ça fait grincer beaucoup de dents. Et j'entendais hier Gadi Eisenkot, qui est peut-être potentiellement le prochain Premier ministre, dire il y a des personnalités qui seront plus aptes à être ministre de la Défense dans mon prochain gouvernement que Yair Golan. Est-ce que Yair Golan, de par son positionnement de plus en plus radical, de par ses déclarations intempestives, il n'est pas en train peut-être de se mettre à l'écart et peut-être de risquer d'être en dehors d'un futur gouvernement, surtout si Gadi Eisenkot irait vers une formule, on va dire, de gouvernement d'union nationale, ou en tout cas de gouvernement de centre élargi avec peut-être même une partie du Likoud. Oui, bon, Gadi Eisenkot peut faire également autre chose s'il est Premier ministre, c'est prendre des ministres du Parti des démocrates et de ne pas prendre Yair Golan. Bon, Yair Golan a un problème d'expression. C'est pas qu'il est de plus en plus extrémiste, c'est le fait qu'il a un comportement que personnellement je trouve assez puéril. Il dit ce qu'il pense. Oui. C'est très bien, c'est très honnête. Mais en politique, on sait très bien que ça n'est pas ça qu'il faut faire. Parce que souvent, le public n'est pas prêt à comprendre et à écouter cela. Alors, lorsqu'il dit, hier par exemple, on ne pourra pas à l'armée accueillir tous les ultra-orthodoxes, il dit la vérité. Mais cela nuit à son message initial et au message de toute l'opposition qui est circonscription pour tout le monde. C'est un exemple typique de brouillage d'images qui nuit au potentiel électoral d'un parti. Et on sait d'ailleurs qu'à l'intérieur du Parti des démocrates, il y a un certain nombre de gens qui déjà pensent que peut-être ce n'est pas le meilleur leader pour l'avenir. Voilà. Eh bien, on a fait un tour quasiment total. On aurait pu aussi parler de Netanyahou et de ses difficultés à recueillir le soutien de personnalités qu'il voulait insérer dans la liste électorale, mais on aura l'occasion de se reparler encore une fois, ou plusieurs fois même d'ici les élections. Merci beaucoup, Philippe Velilia, politologue, d'avoir accepté de répondre à nos questions et nous avoir donné un aperçu du panorama politique actuel dans la chaîne. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée, à bientôt. Cette année, Israël a signé le plus gros exit tech de son histoire. Wiz a été vendu à Google pour 32 milliards de dollars. Une entreprise fondée en 2020, 6 ans. Et je ne vais pas vous parler des milliards, je vais vous parler de ce que cette histoire peut changer concrètement dans notre vision globale de la réussite ici en Israël. Mais d'abord, laissez-moi vous dire où tout a commencé. Aynon Costica, l'un des 4 fondateurs de Wiz, a raconté récemment son histoire familiale lors d'une conférence à Tel Aviv. Sa mère est ingénieure. Elle a fait son alia depuis la France, à l'âge de 21 ans. Une jeune femme française qui pose sa valise en Israël avec sa formation, sa passion pour la technologie et sa fierté d'être là. Elle n'a pas appris à ses fils à courir après l'argent. Elle leur a transmis le goût du travail, l'exigence et le désir de construire quelque chose dans ce pays. 50 ans plus tard, son fils cofonde l'exit du siècle. Voilà ce que peut produire une alia. Et si vous m'écoutez depuis la France ou depuis Israël, en vous demandant si votre parcours peut compter, oui, cette histoire peut éventuellement vous inspirer. Maintenant, les 3 leçons que Costica a livrées lors de cette conférence, elles valent pour nous tous, que vous soyez en pleine installation ou en conversion ou en train de bâtir votre projet. La première leçon, l'audace n'est plus une option. Costica le dit sans détour. Celui qui investit correctement dans ses projets, dans l'apprentissage, dans l'innovation et dans l'intelligence artificielle peut devenir un acteur majeur dans son domaine en un an. Que vous soyez dans la finance, la santé, le droit ou le commerce, tout le monde peut se reconstruire et réussir. Et il ajoute cette phrase qui devait peut-être vous empêcher de dormir si vous n'avez pas par contre encore amorcé ce virage de l'intelligence artificielle, vous êtes déjà en retard. Pas demain, maintenant. La deuxième leçon, parier sur la jeunesse et l'énergie nouvelle. Dans l'équipe de Costica, chez Wiz, il y a surtout des profils juniors, c'est un choix. Il s'inspire directement du modèle de l'unité 8200. C'est une unité d'élite de Tsahal où des jeunes de 20 ans génèrent des révolutions technologiques à chaque promotion, tous les 3 ans. La compétence ne se mesure pas en années d'ancienneté, mais en capacité à apprendre vite et à s'adapter. Pour vous, c'est le signal qu'il faut recruter de l'énergie, former et surtout faire confiance à ceux qui arrivent. La troisième leçon, et c'est peut-être la plus importante, derrière chaque transformation, il y a des personnes.
Quand on l'interroge sur les mutations du marché liées à l'IA, Kostika répond d'abord ceci. Chaque personne qui craint pour son avenir a l'impression que son monde s'effondre. Mais l'innovation bien utilisée n'est pas une menace. C'est un levier pour faire grandir vos projets, ouvrir de nouveaux horizons et créer des opportunités pour demain. Ceux qui comptent 10 personnes, aujourd'hui en compteront 100 dans un an et à condition d'en avoir pris le virage. Et vous savez ce qui me frappe le plus dans cette histoire? Les 4 fondateurs de Wiz avaient déjà vendu une première entreprise à Microsoft en 2015. Ils auraient pu s'arrêter là. Ils ont recommencé. Parce qu'en Israël, une réussite n'est pas une ligne d'arrivée, c'est une rampe de lancement. Et cette rampe, elle a été construite il y a 50 ans par une jeune Française qui a cru en ce pays. Et ce matin, les manchettes des quotidiens israéliens et les pages d'ouverture des sites d'information nous ramènent à la guerre au Liban. Les sites d'information annoncent ce matin la mort de 2 soldats israéliens hier au sud Liban, le commandant Harel Birenstock, 34 ans de Nokdim, et le sergent-chef Tamir Vaknin, 33 ans d'Elat. Ils étaient combattants dans l'unité de réservistes de la brigade des parachutistes et ont été tués dans l'explosion d'un bâtiment piégé par le Hezbollah au sud Liban. Les journaux ont bouclé avant l'annonce de la mort de ces 2 soldats. Ils nous présentent un tableau que malheureusement les Israéliens connaissent bien et qui ne trompe pas. Le Yediot Aharonot titre ce matin en manchette « Escalade de la violence au Liban ». Le Israël Hayom lui affirme en citant un haut responsable militaire israélien « Il faut réagir avec fermeté au Liban ». Et les journaux nous expliquent qu'hier, le Hezbollah a violé de manière grossière les accords de cessez-le-feu, tout en précisant qu'ils sont dans l'impossibilité de révéler la teneur de cette violation. Maintenant, bien entendu, nous le comprenons. En représailles, Tsahal a bombardé des positions dans la région de Tyr. La nouvelle porte-parole en arabe du Tsahal a demandé d'urgence à la population des zones bombardées d'évacuer. Le Yediot Aharonot explique qu'en raison de ces développements graves, les pourparlers entre Israël et le Liban qui se tenaient à Rome ont été interrompus. Le Yediot Aharonot indique également que Tsahal a voulu riposter plus massivement, mais que l'échelon politique l'a freiné. Et pour illustrer l'ensemble de ces informations, première page du Yediot Aharonot, une photo d'un bombardement israélien dans le village de El Mansouri, au Liban. Le chef d'état-major de Tsahal était hier en tournée d'inspection dans la bande de Gaza. Les sites d'information indiquent que le général Eyal Zamir a déclaré à cette occasion que Tsahal allait continuer à affaiblir le Hamas et qu'il poursuivrait tous les responsables des massacres du 7 octobre. Ce matin, dans le Yediot Aharonot, on peut trouver une caricature qui reflète d'une certaine manière l'incohérence de l'une des clauses de l'accord que les Américains voudraient mettre en application dans la bande de Gaza. Cette clause permettrait au Hamas d'entreposer ses propres armes qu'il aurait déposées dans des consignes. Et l'on voit dans la caricature un terroriste du Hamas demander à son compagnon « Tu te rappelles du numéro de code de la consigne ?» Et le second lui répond « C'est le 7-10-2023, la date terrible du jour des massacres. » Les sites d'information qui sont ce matin les mieux informés parlent de l'imminence d'un accord entre les États-Unis, l'Iran et le Sultanat d'Oman, un accord intérimaire qui permettrait de rouvrir le détroit d'Ormuz. Le site N12 affirme que l'annonce pourrait être faite dans la nuit, ce qui ne s'est pas produit. L'accord qui se profile répondrait à plusieurs des exigences des Iraniens et leur permettrait de conserver un contrôle important sur le détroit. L'Iran et le Sultanat d'Oman négocieraient actuellement un accord sur la libre circulation dans le détroit. L'accord d'une durée de 60 jours devrait permettre de revenir à un véritable cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran et devrait permettre la neutralisation des mines maritimes déposées par les Iraniens au cours des derniers mois. Le Israël Hayom publie une information inédite et importante sur un projet commun d'envergure entre Israël et les Émirats arabes unis. Il s'agit de créer une voie de transport régional du pétrole et du gaz au Moyen-Orient, une voie qui contournerait justement le détroit d'Ormuz dans l'hypothèse où ce détroit serait désormais contrôlé par l'Iran. Il s'avère qu'Israël se trouve actuellement pour parler avec les Émirats arabes unis, mais aussi avec d'autres pays du Golfe impactés par la crise actuelle comme le Bahreïn et le Koweït, et ce en vue de créer un couloir permettant d'acheminer ces énergies précieuses via le port d'Eilat et via la Méditerranée. Le ministre de l'énergie Eli Cohen encourage la création de ce couloir et affirme, contrairement aux autres options, nous saurons protéger cette voie d'accès vers l'Europe. Le Yediot Aharonot consacre ce matin
Une double page à ce qu'il appelle la bataille pour les voix des déçus de la droite israélienne. Et nous parlons bien entendu politique intérieure. Le Yediot Aharonot mentionne les diverses formations politiques qui se préparent à entrer dans l'arène. Il y a le tandem Chilik Tropper Yoaz Hendel qui a lancé hier sa campagne officiellement. Il y a Gilad Ardan et Yuli Edelstein qui doivent lancer la leur ce soir. Il y a Benny Gantz et David Simri qui ne parviennent toujours pas à s'entendre. Et puis il y a le général Ophir Winter, l'un des espoirs de la droite nationaliste qui se prépare dans les starting box. Toutes ces formations tentent de séduire le même public de droite modérée, en particulier au sein de la mouvance sioniste religieuse, un public qui ne veut pas cautionner ou ne veut plus cautionner l'actuelle coalition gouvernementale. Et puis le site N12 et la chaîne 12 ont révélé le prochain retour en politique d'Eli Yishai. Eli Yishai, pour ceux qui l'auraient oublié, a été le leader du parti Chasse pendant de longues années durant lesquelles Aryeh Deri ne pouvait pas revenir en politique en raison de ses années de détention au début des années 2000. Il a toujours été, Eli Yishai, considéré comme un élément de la droite modérée. Il était très apprécié avant qu'Aryeh Deri ne l'évince de manière assez brutale de la direction du parti Chasse. Désormais, selon la chaîne 12, Eli Yishai pourrait rejoindre les rangs d'un nouveau parti orthodoxe modéré qui est favorable à l'enrôlement des élèves des yeshivot qui n'étudient pas sérieusement dans les yeshivot, mais il précise également, précise la 12, Eli Yishai n'a pas encore arrêté une décision finale à ce sujet. Autre développement politique est mentionné dans le Maariv d'aujourd'hui, le député Dan Ilouz, qui a quitté le Likoud, on le sait, il y a quelques jours parce qu'il refusait de cautionner les lois en faveur des Haredim, a annoncé hier qu'il rejoignait Israël Beitenu, le parti d'Avigdor Lieberman. Lors de l'annonce qu'il a faite hier, Dan Ilouz s'en est pris à Binyamin Netanyahou à propos de son attitude envers les partis politiques orthodoxes, et il a donc appelé les membres du Likoud à le suivre et à voter en faveur d'Israël Beitenu. Et puis les quotidiens et les sites d'information mentionnent en évidence l'inhumation émouvante des dépouilles mortelles hier des grands-parents de Théodore Herzl. La cérémonie d'inhumation s'est bien sûr tenue sur le mont Herzl, près de la tombe du père fondateur du sionisme moderne. Une cérémonie émouvante, précise le Israélium, qui s'est tenue en présence du président de l'État Yitzhak Herzog, du premier ministre Netanyahou et des dirigeants de l'organisation sioniste mondiale. Le président Herzog a déclaré « Nous avons fini de remplir les termes du testament de Théodore Herzl qui souhaitait que tous les proches de sa famille soient enterrés en terre d'Israël. » Les journaux rappellent la personnalité du grand-père de Théodore Herzl, le Rav Shimon Lev Herzl, qui était chazan dans sa communauté, qui sonnait du shofar à Rosh Hashanah. C'est la fin de cette revue de la presse. Eh bien, nous sommes en ligne avec Raphaël Mergui. Raphaël, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci de me recevoir. Merci d'être avec nous ce matin. Nous voulions, à travers vous, honorer le souvenir de Yohan Zerbib, Zichrono Livracha, soldat de Tzahal qui est tombé au combat il y a déjà de cela 20 ans, pendant la seconde guerre du Liban. Yohan Zerbib qui était votre ami. Alors je voudrais que la Skara s'est déroulée hier, mais je voudrais que nous revenions sur la personnalité de Yohan. Qui était Yohan ? Yohan, c'était... c'est un mot qui est revenu souvent, mais je vais quand même le redire, c'était un sioniste. En tout cas, dans toutes ces dernières années où il est venu vivre en Israël, il a pris cette décision. Après le bac, on a passé le bac ensemble à Yavne, qui était déjà une école relativement sioniste et qui l'est toujours. Et donc, il a passé son bac à Yavne et après le bac, il a pris la décision de venir vivre en Israël, de participer à l'effort de guerre, de faire l'armée. Et voilà, il s'est retrouvé dans des combats en 2006. Yohan, ça a toujours été quelqu'un de très sioniste dans l'âme. Oui, alors c'était un enfant de votre communauté, si je ne m'abuse, de la communauté de Montrouge. On a grandi ensemble entre Montrouge et Cachan, dans des communautés très proches, dans le sud parisien. On a grandi dans les mêmes synagogues, on va dire. Alors, et d'une certaine manière, cette décision de rentrer dans l'armée israélienne, ça vous avait surpris à l'époque, cette volonté de s'enrôler très rapidement, tout de suite après le baccalauréat, de rentrer dans l'armée, ça vous avait surpris à l'époque ? Je ne sais pas si j'avais été surpris. Je n'ai pas ce souvenir d'avoir été surpris. Déjà, c'était une normalité, on va dire, quand on faisait notre alia à l'époque. Il y a 20 ans ou 25 ans, de passer par la case armée. Mais lui, il avait une volonté plus forte d'aller plus loin, de s'impliquer réellement et pas juste faire l'armée pour dire qu'il a fait l'armée. Je sais pas si j'étais surpris de lui. Non, je peux pas dire ça parce que
on avait l'impression que c'était dans sa nature de pouvoir de venir, de s'intégrer. J'étais pas combattre pour combattre, c'était pas forcément un bagarreur ni un combattant dans l'âme, c'était quelqu'un qui était sioniste et qui avait envie d'être dans l'armée pour participer à l'énergie, à l'effort d'Israël, et il trouvait ça pas juste de pas le faire. Donc c'était plus dans ce sens-là qu'il était dans l'armée. Alors, depuis 20 ans ont passé, il y a eu cette terrible guerre des 3 dernières années depuis le 7 octobre, avec malheureusement, on le sait, des dizaines de soldats israéliens francophones qui sont tombés au combat. Comment, entre-temps, pendant ces 20 dernières années, vous avez tenté de perpétuer le souvenir de Yohan, vous, vos amis et sa famille? Alors c'est vrai on peut penser moi j'ai appris le décès de Yohan, on avait notre bande d'amis, on avait 20 ans. J'ai grandi avec lui à l'école, on était à l'école à Yagal Yaakov à Montrouge quand on était petit. Et c'est vrai qu'on pense quand on a 20 ans qu'on risque d'oublier. On a peur de risquer d'oublier sa mémoire, et finalement on n'oublie pas. Quand c'est quelqu'un de proche comme ça, quand c'est quelqu'un qu'on aime, on n'oublie pas, les années elles passent. Le chagrin s'en va un petit peu, mais la douleur elle reste, et on n'oublie pas. Donc chaque année, il y a la Haskara, en août, il y a la Haskara à Yom HaZikaron aussi, avec tous les militaires. Et vous savez, Daniel, je vais vous dire quelque chose. Quand j'étais plus jeune, on entendait les soldats qui tombaient comme ça au combat. Ça me paraissait à moi, en tout cas, anodin. Égoïstement, ça me paraissait anodin. Et quand on a perdu un proche, on se rend compte de ce que ça veut dire de perdre un soldat. Et maintenant, à chaque fois depuis, il n'y a pas eu que le 7 octobre, il y a eu plein d'autres guerres malheureusement en Israël. Et à chaque fois qu'on entend à la radio un soldat est décédé, ça donne des frissons, en tout cas à moi. Et on se rend bien plus compte de l'ampleur des dégâts que ça procure autour de ce soldat. Un soldat, c'est des dizaines et des dizaines de personnes, d'amis, de familles qui sont touchées, impactées et qui vont être endeuillées pendant toute une vie. Et donc, on se rend compte qu'en Israël, après autant de guerres, honnêtement, c'est la difficulté de ce pays avec autant de décès chaque année. Ça donne vraiment des frissons. Il y a eu une initiative plus particulière qui vous a marqué pour perpétuer son souvenir? Non, honnêtement, chaque année, il y a les cérémonies de Yom HaZikaron qui nous marquent. Il y a les cérémonies à Paris, à l'ambassade d'Israël. Il y a les cérémonies chaque année. Là, c'est une date particulière. C'est cette année qui risque de nous marquer le plus, puisque cette année, c'est les 20 ans de son décès. C'est les 20 ans de sa Haskara. Et c'est son anniversaire aujourd'hui. C'est la date du 5 août. C'est la date où il est né. Donc, c'est assez particulier comme date. De se retrouver 20 ans après, à fêter son décès le jour de son anniversaire. Je pense que ça va être le moment le plus compliqué. Là, il y a la Haskara au cimetière dans quelques instants avec tous ses amis et toute sa famille. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est un jour assez marquant déjà. Il aurait eu quel âge? Là, il aurait eu mon âge, 42 ans. 42 ans, il aura donc 22 ans pour l'éternité. Merci beaucoup, Raphaël Mergui, d'avoir accepté de témoigner en hommage à votre ami Yohan Zerbib, Zichrono Livracha, qui est tombé au combat pendant la seconde guerre du Liban, il y a de cela 20 ans, et à l'occasion de la Haskara, bien entendu, comme vous venez de nous le dire. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Merci Daniel. Eh bien, comme chaque jeudi, nous avons le plaisir de retrouver David Saada. David, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous, fidèle au poste, pour commenter l'actualité la paracha, sous le prisme de l'actualité. Et cette semaine, bien entendu, la paracha de Ré, c'est une des parachiotes, on va dire, les plus intéressantes. Toutes les parachiotes du livre de Devarim sont passionnantes. Et vous avez choisi de vous focaliser sur un verset particulier. Je vais le donner en hébreu. Banim atem lachem elokechem lotit godedu velo tasu korcha ben enechem lamet. Alors, voilà, traduisez-nous ce verset et pourquoi vous l'avez choisi pour le lier à l'actualité de notre période. Ce verset commence par dire vous êtes les enfants d'Hachem. Il établit un lien extrêmement fort entre Dieu et le peuple d'Israël, qui est qualifié d'enfant de Dieu, et il se poursuit par une interdiction qui
est relative à une pratique idolâtre, c'est-à-dire certains peuples idolâtres, sans doute de Canaan, se tailladaient la peau lorsqu'il y avait un décès d'un proche. Et donc, il y a une interdiction de faire comme eux. Alors, il y a une interprétation midrashique à propos de cette interdiction. L'otit godedou, ne vous tailladez pas. L'interprétation midrashique, elle est dans le Talmud, elle dit ceci, la lecture, il faut lire l'otaasu agudot agudot. Vous ne ferez pas des groupes séparés, en quelque sorte. Vous ne ferez pas de factions. Vous ne vous diviserez pas. Et donc, cette interprétation midrashique est un peu surprenante. On la comprend. Elle demande à ce qu'il y ait une unité dans le peuple d'Israël. Et en fait, quand on la relie à cette exigence d'unité, on comprend pourquoi le verset établit le lien très fort avec Dieu. Parce que c'est un rappel de la mission d'Israël. La mission d'Israël, c'est de diffuser l'unité de Dieu dans l'humanité, de la faire connaître, de la dévoiler. Mais pour dévoiler l'unité de Dieu, il faut être soi-même un vecteur avec une unité. Il faut avoir une unité du peuple pour que ce peuple puisse diffuser l'unité divine. Et donc, on comprend un peu mieux l'interprétation midrashique de l'otit gododou, l'otaasu agudot agudot, vous ne ferez pas de faction entre vous. Et donc, vous allez me dire quel est le rapport avec l'actualité. Le rapport est évident, c'est qu'on se rend compte que le peuple d'Israël est de manière permanente dans l'histoire, donc c'est une actualité qui est permanente. Eh ben, il fait des agudot, il fait des groupes. Il y a une extérieurement en tout cas, le peuple d'Israël est fait de groupes différents les uns des autres, des différences qui ont été marquées, soulignées par les exils. Et donc, il y a une interrogation, dire, mais finalement, ce peuple qui est chargé de diffuser l'unité divine et qui doit être lui-même uni, semble être un peuple extrêmement divisé. Alors, quelle est la solution de cela? La solution de ça, en réalité, c'est que ce peuple-là, si on regarde bien, malgré cette division, depuis 3000 ans, il est resté le même. Donc, il y a quelque chose de sous-jacent qu'il faut deviner. Il y a effectivement, sur le plan extérieur, sur le plan de la réalité concrète, physique, matérielle, un peuple où il y a beaucoup de factions, de discussions, d'oppositions. À l'intérieur, et c'est ce que nous explique la Kabbalah et la Chassidoute, à l'intérieur de ce peuple, l'âme collective de ce peuple est absolument une. Et c'est la raison pour laquelle cette évocation de l'élection d'Israël figure dans le verset dans l'intériorité d'Israël. L'unité est essentielle. C'est elle qui explique le fait qu'Israël traverse les millénaires, et sur le plan du concret, de la réalité, il y a effectivement une très grande diversité du peuple d'Israël, mais c'est ce qui caractérise le peuple d'Israël. Mais ça n'empêche pas que ces factions qui se forment, même extérieures, même superficielles, doivent être combattues. Et la leçon, en réalité, qu'on doit en tirer par rapport à l'actualité, c'est que ces divisions-là qui doivent être combattues, en réalité, ne sont que superficielles. Ouais. Dans l'intériorité profonde et essentielle du peuple d'Israël, l'unité est la caractéristique principale. Et d'ailleurs, en vous écoutant, je pensais à un autre verset qui est très connu, qui dit « Veyasu kulam aguda achat, la sot retzoncha belvav ». Et oui. D'une certaine manière, il y a dans le terme Agouda à la fois la division et à la fois la volonté de s'unir. Tout à fait. Vous avez vu, c'est un verset qui effectivement éclaire ce que j'ai dit précédemment. C'est qu'il y a une Agouda Achad. Il y a une autre expression qui est dans les Tehillim aussi, c'est Mi ke amer Israël goy echad ba'aretz, goy echad ba'aretz, c'est-à-dire un peuple un sur la terre. Et donc cette unité profonde, essentielle, coexiste avec une réalité extrêmement kaléidoscopique, si je puis dire. Il suffit de venir en Israël pour se rendre compte que sur le plan de l'extériorité, c'est un peuple extrêmement divers.
mais le fondement de ce peuple, c'est l'unité, ce qui fait que ce peuple-là, et c'est ce que expriment les versets, Bani Matem Lachem, vous êtes des enfants de Dieu, et votre rôle, c'est effectivement, malgré tout, d'exprimer l'unité divine. Oui, et d'une certaine manière, on peut dire que les agoudotes qui se forment, elles se forment lorsque l'on parle, on va dire, au sein de la société israélienne, sur la terre d'Israël, comme dire Goy Echad Ba'aret, c'est-à-dire lorsqu'on est en Israël, lorsque l'on est sur la terre d'Israël, alors on est tenté d'être divisé, mais lorsque l'on est, on va dire, face à nos ennemis, et c'est un phénomène qu'on a vu ces dernières années, eh bien on est unis. Oui, face à nos ennemis, face à des dangers qui se présentent, et à partir du 7 octobre, nous a mis devant la réalité du danger qui pèse, qui a pesé, qui continue à peser sur Israël. Eh bien, effectivement, c'est les profondeurs d'Israël, la vérité d'Israël, la vérité du peuple d'Israël, c'est-à-dire son unité qui se réveille et qui montre qu'elle est absolument indestructible à ses ennemis. Eh bien, effectivement, c'est un des enseignements, un enseignement important que vous nous livrez là, David Saada, autour de la paracha de la semaine, ce paracha de Ré, qui est une paracha donc qui renferme de nombreux enseignements sur la paracha. Et d'ailleurs, j'écoutais le Rav Shmuel Eliaou qui disait que c'est une paracha de Simcha parce que le terme de Sameach a de multiples occasions exprimé dans cette paracha. Donc, effectivement, cette volonté, comme vous nous l'expliquiez à l'instant, à la fois de rester unis et de ne pas surtout de faire des agoudotes séparées. Merci beaucoup, David Saada, de nous avoir éclairé sur ce point de la paracha, ce point important de la paracha de la semaine, la paracha Ré. On vous souhaite Shabbat Shalom et à bientôt. Shabbat Shalom.